Parlons-en. Je t'écoute. Je m'appelle Aurélie et je suis prête à vous écouter. Écoutez-vous. 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 Aurélie, l'aube d'une nouvelle vie. Un podcast de rencontres monté par Devan Perrault à partir des propos qu'il a recueillis auprès d'Aurélie. Ici, c'est Aurélie qui vous parle directement. Nous rencontrons Aurélie indirectement grâce à Endo-France, mais surtout grâce à Davy, une amie d'Écoutez-vous. À presque 32 ans, cette jeune femme atteinte d'endométriose accuse un retard de 14 ans dans son diagnostic. Joyeuse, persévérante et bonne vivante, Aurélie porte bien son nom. Son caractère solaire et sa voix dorée nous emportent dans son histoire. Une collection de moments, comme l'affiche joliment son profil Instagram. Entre déception médicale, évolution professionnelle, désemparement familial, découverte de la maladie et adoption d'un nouveau mode de vie. Écoutez-la. Je m'appelle Aurélie, j'ai bientôt 32 ans et j'ai été diagnostiquée comme atteinte d'endométriose en juillet 2017. J'ai 14 ans de retard de diagnostic. Du plus loin que je m'en souvienne, mes règles douloureuses remontent au lycée. C'était par vague à l'époque, et j'arrivais à maîtriser les douleurs. Certains mois, je n'avais rien, et d'autres c'était juste impossible. Pendant mes études, il m'arrivait parfois de louper une journée, parce que je n'étais pas bien, mais c'était pas récurrent. Je dormais très peu la nuit, au déclenchement de mes règles. Au fur et à mesure des années, les symptômes ont évolué. Malaise vagal, vomissements, diarrhée, crise de tétanie, crise de ventre aigu, mal aux reins. À l'époque, j'avais 22 ans. Je travaillais en tant que visual merchandiser dans le prêt-à-porter. C'est un métier où on travaille debout et la majorité se fait avant l'ouverture du magasin, entre 6 et 10 heures. Un métier physique et exigeant pour lequel on doit porter des choses lourdes, comme des mannequins ou du mobilier. Étant employée, j'avais des jours de carence, donc je ne pouvais pas me permettre d'être absente tous les mois. Je me forçais à aller travailler, avec des nuits de sommeil très courtes quand j'avais mes règles. J'étais épuisée physiquement. J'avais parfois des douleurs soudaines où je me pliais en deux en plein milieu du magasin. La seule solution, c'était de m'asseoir ou de m'accroupir, le temps que ça se calme et que je reprenne mes esprits. C'est à partir de là aussi que les antidouleurs n'ont plus fonctionné. On nous dit souvent ce cachet, vous pouvez en prendre toutes les 3 heures, les 4 ou les 6 heures. J'avais du mal à attendre le délai et j'enchaînais les cachets. Chez moi, je me mettais une bouillotte à m'en brûler la peau. La seule chose qui me soulageait, c'était une douche chaude. Et je finissais en fœtus sur le carrelage de ma salle de bain. Je marchais beaucoup au mental aussi. J'essayais vraiment de contrôler la douleur pour pouvoir travailler. Et une fois que j'arrivais chez moi, la crise commençait. On dit toujours que le mental de l'être humain peut être plus fort que le physique. Et c'est vrai que pour moi, dans ma tête, il fallait que je tienne au boulot, quoi qu'il arrive. Même si j'étais fatiguée, même si j'avais des douleurs soudaines, même si j'avais mal en continu. Mais c'est le mental qui nous tient. Endométriose et sexualité. Les vrais problèmes de sexualité, eux, se sont vraiment déclenchés très récemment, 6-8 mois après le diagnostic. Je suis contente que ce ne soit pas arrivé avant. Les premières douleurs sont apparues à la fin de mes études. Elles étaient très ponctuelles, et seulement dans certaines positions. On dit toujours qu'il y a des positions qui font mal, alors que logiquement, on devrait pouvoir faire toutes les poses du Kama Sutra. Moi, il y avait certaines positions que je n'appréciais pas, car c'était douloureux. Je pensais que je faisais partie de ces filles qui n'aimaient pas ces positions, car je prenais pas de plaisir. Puis, ces douleurs sont devenues un peu plus fréquentes, comme une décharge électrique, qui m'obligeait à stopper l'acte d'un coup. Récemment, j'ai commencé à avoir des douleurs, même sur des positions classiques. Si je prenais pas la main, j'étais obligée d'arrêter, souvent. Mais c'était compliqué. Pour moi, c'était frustrant. Ça s'est accentué encore plus en fin d'année dernière. Je n'ai pas de lésion à l'entrée du vagin, mais psychologiquement, comme je sais que je vais avoir mal pendant l'acte, dès la pénétration, ça devenait difficile. Pendant quelques temps, j'étais ambassadrice d'une marque qui faisait de la vente à domicile, de lingerie, de cosmétiques, d'accessoires et de jouets. Un peu comme les réunions Tupperware, mais autour de la sexualité, qui se voulait soft. J'ai suivi des formations sur la sexologie, sur plein de sujets.
J'ai appris beaucoup de choses, sur moi-même, sur le corps humain, des choses qu'on nous apprend pas à l'école. J'ai trouvé ça tellement intéressant et il y avait tellement d'ignorance autour du plaisir féminin que je suis rentrée dans cette boîte pour devenir ambassadrice. Ça m'a ouvert et ça m'a appris à être beaucoup moins pudique qu'avant, à accepter mon corps plus facilement aussi. Ça m'a aidé à voir la sexualité différemment et à mieux y allier ma maladie. Stop au gynéco. J'ai commencé à prendre la pilule à l'âge de 15 ans. Au tout début, je ne voulais pas qu'un homme s'occupe de moi au niveau gynécologique. Ma toute première gynéco était formidable, très douce, et elle a repéré des choses sans avoir besoin de faire d'examens complémentaires. Malheureusement, je n'ai pu la voir qu'une fois. On dit que ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Et ma gynéco est décédée d'un cancer de l'utérus. À cette époque, on ne savait toujours pas que j'étais malade. Pour moi, c'était juste des règles douloureuses. J'ai cherché un autre gynéco, mais j'ai vite coupé court, parce que quand on commence à parler de douleur, de règles compliquées et autres symptômes, à chaque fois on t'arrête, tout de suite en te disant « Vous êtes une chochotte. Chez les patientes, c'est pire que vous. Ne vous plaignez pas. » Ou alors « Ça ira mieux plus tard. Un jour, ça passera. » Je n'ai jamais vraiment été écoutée. J'avais aussi des problèmes intestinaux. Ventre très gonflé, très douloureux. En 2012, une de mes collègues m'a donné le nom d'un gynéco parisien, qui gérait en même temps les problèmes intestinaux. Pour lui, comme je stressais tellement, je créais une maladie pendant mes règles, qui faisait qu'elles étaient douloureuses, et que j'avais des problèmes intestinaux. Il m'a dit « C'est dans votre tête. Mais ça s'arrangera quand vous aurez des enfants. » Je suis repartie avec un traitement assez lourd, qui stoppait les règles pendant 3 mois. Une semaine avant de les déclencher, je devais prendre un antidépresseur pour me détendre. Et la veille, un suppositoire. C'est quand j'ai donné l'ordonnance à mon généraliste que j'ai su ce que c'était. Bah oui, ça va te détendre, c'est un antidépresseur. Mon généraliste n'aimait pas du tout ce traitement, même si le suppositoire m'a beaucoup soulagée. Finalement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, et après un épisode de gastro en même temps que mes règles qui m'a dévastée, j'ai arrêté ce traitement et je ne suis plus retournée voir ce gynéco. Lui non plus n'avait pas mis le nom sur tout ça. Mais qu'est-ce que j'avais ? Ça venait de moi, quoi. Pour lui, ça venait de moi. Entre ceux qui me donnaient des traitements qui ne servaient à rien, ceux qui posaient de mauvais diagnostics, et les autres qui ne me prenaient pas au sérieux, j'ai dit stop au gynéco. J'ai même reçu un rappel de frottis de la part de l'État, qui disait que cela faisait plus de 3-4 ans que je n'en avais pas fait. Quelques mois après, je me suis séparée de mon compagnon de l'époque, et j'ai également complètement arrêté la pilule. Et là, surprise. Pendant 1 an, je me suis retrouvée avec des règles quasi normales. Des petites douleurs, mais plus de crise comme j'avais connu. J'ai cru que c'était fini tout ça. Je me suis dit, ça y est, quelque chose a changé dans ma vie. Comme on m'avait dit que c'était dans ma tête, et qu'on n'avait pas mis de mots sur la maladie, je n'ai fait aucun rapprochement avec les médicaments. En fait, grosse illusion. Plus les mois passent, plus les douleurs reviennent. Non seulement pendant mes règles, mais aussi entre. Quand je ne dors pas la nuit et que je me réveille avec des douleurs, mon généraliste m'arrête pendant 1 journée. Un jour, j'arrive dans son cabinet, 9 de tension. Il me dit « Ça suffit, je t'arrête 2 jours. » Je dis « Mais non, c'est bon. On fait comme d'habitude, je vais me reposer 1 journée et je retournerai travailler. » Mon médecin a toujours été attentif à mes problèmes gynécologiques, même si ce n'est pas sa spécialisation. Ce jour-là, il me demande de faire des examens pour écarter l'endométriose. Dans sa tête, je pense qu'il est intimement persuadé que c'est ça. Et puis ça ne loupe pas. Quand diagnostic rime avec soulagement. Je passe une IRM et ça tombe. La médecin qui me l'annonce est plus mal que moi. Je lis la panique dans son visage. J'ai l'impression qu'elle est en train de tomber de 5 étages. Et moi, je comprends pas. Je ne connais pas cette maladie. Je ne connais pas les enjeux. Je connais rien. Elle entre dans la salle d'auscultation. Elle me pose d'abord plein de questions avant de me donner le résultat, sans pour autant m'expliquer la maladie. Depuis quand j'avais mal ? Quels étaient les symptômes ? Pourquoi est-ce qu'on me faisait faire les tests que maintenant et pas avant ? Effectivement, 14 ans de retard, c'est énorme. J'étais hyper sereine, apaisée, soulagée, parce qu'on mettait enfin un nom sur tous mes problèmes. J'allais enfin savoir ce que j'avais. Ce n'était pas dans ma tête, j'avais vraiment une maladie. Et en même temps, j'étais dans un état second, comme si mon esprit flottait. Dans la salle d'attente, j'ai appelé ma famille. Ils sont tous tombés des nues. Mon père, lui, avait envie de casser la gueule de tout le monde, car il trouvait le retard de diagnostic inadmissible.
Sur le moment, je n'ai pas compris les enjeux de la maladie. En revanche, le soir, une fois rentrée chez moi, j'étais en mode zombie sur mon canapé. Une IRM pelvienne, c'est très fatigant. Il faut se sentir à l'aise avec son corps et il faut avoir la tête bien accrochée, parce qu'on perd un peu de sa dignité. Quand j'ai eu au téléphone une amie qui s'était fait opérer 1 ou 2 mois avant, j'ai commencé à réaliser que non seulement j'étais atteinte, mais qu'en plus c'était une endométriose profonde. J'avais des kystes et des lésions entre la vessie et l'intestin, d'où mes problèmes d'estomac. J'en avais aussi entre la paroi de l'utérus et du rectum. À ce moment-là, je me dis « Merde, qu'est-ce qui m'arrive ?» J'ai pris rendez-vous avec un gynéco spécialiste de l'endométriose. Le rendez-vous n'étant qu'1 mois et demi plus tard, en attendant, mon généraliste m'a prescrit une pilule en continu. Il faut couper les règles pour ne pas alimenter les zones atteintes et couper les douleurs. Le gynéco que j'ai rencontré était très à l'écoute. Enfin. Il m'a expliqué que si j'arrivais à vivre au quotidien, l'opération n'était pas obligatoire. Au contraire. L'endométriose, c'est comme un champignon. Quand on l'enlève, on est tranquille un temps, mais ça repousse après. Rencontre avec EndoFrance. Quand j'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose, j'ai rencontré une nana qui m'a dit que j'allais devoir changer mon programme alimentaire. Plus de viande, plus de charcuterie, plus de lait, plus de fromage. Mais je suis française, c'est pas possible. Malgré la pilule en continu, j'avais toujours des soucis intestinaux et des douleurs. J'ai décidé de prendre du recul et d'arrêter certains ingrédients. Lactose, gluten, viande, soja, sucre raffiné. Il m'a fallu 1 an pour intégrer ce nouveau mode de vie. Je fais aussi du yoga depuis 3 ans. Ça me permet de contrôler mieux les douleurs. D'apprendre à respirer aussi. Je ne quitterai le yoga pour rien au monde. Pendant tout ce cheminement, j'ai réalisé que tout se combinait. J'ai trouvé ma synergie. En avril 2018, j'ai changé de boîte. Finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et j'ai décidé d'arrêter de travailler pour prendre 2 ans d'année sabbatique. Cela fait plus de 2 ans que je ne suis pas partie en vacances et je sens que mon corps en a besoin. J'ai un projet voyage d'une part et je souhaite me reconvertir professionnellement dans le conseil en images. Un métier qui me tient à cœur car il porte sur l'humain. Et puis, il y a EndoFrance. J'ai connu EndoFrance plus tard, grâce à Laetitia Milo, marraine de l'association. J'ai assisté à ma première conférence en février 2019 et j'ai fait la bêtise d'y aller toute seule. C'était le 14 février 2019. Ils avaient fait des blagues à ce sujet. Merci d'être avec nous même le jour des amoureux. Vous êtes courageux. À la fin, on pouvait poser des questions. Je me suis présentée et j'ai expliqué que mon diagnostic avait 14 ans de retard. J'ai eu le droit à toute la salle qui pousse un grand « Je me suis pris une claque dans la figure. Quand j'ai pris la voiture en retour, j'avais le cafard comme jamais. J'ai pleuré jusqu'à chez moi. J'avais ouvert les yeux. Je savais que j'étais malade, mais je n'avais pas pris conscience des enjeux, des difficultés et de l'infertilité. Il m'aura fallu 1 an et demi pour vraiment prendre conscience. À partir de là, j'ai adhéré à EndoFrance et je suis devenue représentante bénévole. Pour moi, c'était une évidence. C'est très récent et je suis en plein apprentissage. Ma plus grande envie avec EndoFrance est d'intervenir dans les lycées auprès des jeunes filles, parce que ça commence à ce moment-là. Et moi, j'en ai tellement souffert. EndoFrance me permet d'aider d'autres femmes dans le besoin, l'errance. Et tout ce qui compte, c'est cet espoir, ce rayon de soleil que j'apporte à chacune de ces femmes. Aujourd'hui, si je rencontrais quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer, je poserais des questions. Est-ce que tu as été voir un gynéco spécialisé suite aux résultats ? Est-ce qu'on t'a expliqué la maladie ? Quels sont tes antécédents ? Mon conseil est d'être toujours accompagné, de toujours poser les questions qu'on a dans la tête. Continuer à vivre, mais écouter son corps. Toujours écouter son corps. Il ne faut pas aller au-delà. Écoutez-vous. Écoutez votre corps et trouvez un gynéco avec qui il y a un bon feeling. Au-delà d'un spécialiste de la maladie, le feeling est important. Car on parle de son intimité, sa sexualité. La vie nous donne des épreuves que l'on peut surmonter. Alors souriez à la vie et elle vous sourira.